Sandrine Portail, direction enfance et famille. Il y a également, vous le connaissez, René Ortega, Gers solidaire, et puis Samuel Masnès, qui est le directeur de la maison départementale du handicap. On a un collège d'experts avec notamment, elle est présente ici, Julie Ribet, qui est vice-présidente du Conseil de l'ordre des infirmiers du Gers, infirmiers, infirmières, public ou libéral. On a le colonel Ferrès du SDIS 32, je ne sais pas s'il est là ou par là, mais en tout cas, on a le colonel Ferrès. On a Emmanuel Esposito qui est le directeur de Public Labo, le labo, vous savez, qui regroupe plusieurs départements. On a le docteur Clouseau qui est le chef de service de la PMI. On a le docteur Françoise Griffot qui est le service médical au conseil départemental, et puis ensuite on a Corinne Chaleroux qui est une ex-cadre hospitalière et qui effectivement nous apporte aussi des éléments d'information. Et puis effectivement, la deuxième fois, nous avons un collège citoyen pour lequel nous avons deux citoyennes qui sont présentes ici. Laura Guérin, je vais vous montrer qui elle est, peut-être comme ça, voilà, c'est plus simple. Et puis Sandra Lissouzi, qui était la semaine dernière en visio et qui est ici en présentiel. Et puis on a par ailleurs en visio Marie Pradaria, je sais pas, c'est là, voilà, c'est fait. Michel Fauchier, qui est là, et Gérard Abeyé, qui peut-être est là aussi, voilà. Donc on a le collège des 5 citoyens. Aujourd'hui, nos invités, puisque vous savez que aussi on a des invités en fonction des sujets qu'on va faire. On a donc un invité de marque, c'est monsieur le préfet du Gers, mais on a aussi Michel Baylac, qui est le président de l'association des maires du Gers, le représentant des maires ruraux, le maire de Tachois. On aura, je crois, Jean-Michel Blais qui arrivera en cours de réunion. On a Audrey Bourrus qui est ici, là, présente, productrice à la ferme de Bidache, et on fera un petit focus sur la question de l'alimentation, la question des circuits courts, des nouvelles formes de consommation. Elle parlera peut-être de son initiative, puisqu'elle va sillonner les routes de France avec votre autorisation, monsieur le préfet, pour aller de stade de rugby en stade de rugby pour porter les produits 100% gersois. On a aussi Anne Perrault, qui est la chef du service agriculture et transition écologique. Je ne sais pas si elle est dans les parages. Oui, elle doit être par là. Oui, d'accord, en tout cas, elle est là. Et puis, on a l'emblématique responsable de la banque alimentaire, Pierre Buffo, à qui j'ai demandé d'être là pour faire un petit focus sur ces 2 journées extrêmement importantes qui vont animer la banque alimentaire d'une collecte. C'est extrêmement important, ça représente cette collecte nationale, quelque chose d'important pour les banques alimentaires, et donc la question de la précarité de l'alimentation pourra être abordée. Donc si vous le voulez bien, je rappelle une chose, c'est que nous sommes en Facebook Live, c'est-à-dire que nous sommes retransmis en direct, que les citoyens qui regardent le Facebook Live peuvent intervenir par des questions qu'ils peuvent poser, auxquelles on peut répondre, que ce sera de toute façon cette séance en ligne sur le site du conseil départemental dans l'après-midi, parce que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, y compris même par le président de la République, la meilleure antidote au complotisme, c'est la transparence. Et le fait d'associer les citoyens, c'est une façon aussi de faire de la transparence démocratique. Je vais vous donner la parole, sauf si je vais peut-être donner d'abord un instant la parole à l'une de nos représentantes du collège citoyen, en l'occurrence Laura Guérin, qui voulait dire un petit mot particulier, parce que c'est une journée, vous le savez, monsieur le préfet, parce que cet après-midi, vous serez à certains endroits pour le manifester. Pas possible que je vous rejoigne d'ailleurs finalement à la pharmacie Kevlar. C'est une journée importante, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée extrêmement importante, et je crois que Laura Guérin voulait dire un petit mot à ce sujet-là, donc je lui passe la parole. Pour 3 minutes, j'ai écrit mon petit truc, comme ça je suis sûre de... dans tous les sens. Non. C'est une lutte
qui a à cœur certains d'entre vous le savent peut-être. Donc voilà, nous sommes le 25 novembre, journée de lutte internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, alors que le confinement n'a fait qu'augmenter ces violences et qu'en 2019, 149 féminicides ont été recensés, dont dans le département du Gers, dans la commune de Pessan, à tout juste 10 minutes de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. En ce 25 novembre, dans ce conseil d'analyse et de vigilance, en tant que membre du conseil citoyen, je me devais d'être la porte-parole des femmes victimes de violences conjugales. Je me devais de rappeler à chacune des personnes présentes ici, en présentiel ou distanciel, à chaque citoyen, que si la crise sanitaire nous a frappés de plein fouet, il y a un an, les femmes sont-elles battues depuis toujours, dans l'indifférence générale, comme si leur vie avait si peu de valeur. Il aura fallu 2020, une crise sanitaire entraînant un confinement général pour qu'une prise de conscience nationale se crée. Alors je vais demander à chacun d'entre vous de ne pas oublier ces paroles, de ne jamais oublier ces femmes et leurs souffrances, même quand la vie aura repris son cours. Car quand la crise sanitaire sera derrière nous, les bourreaux seront toujours devant ces femmes et elles seront toujours confinées dans la violence et l'emprise. Nous avons les moyens d'agir et d'éradiquer ces violences. Mais pour cela, les institutions doivent entendre ces femmes directement et comprendre qu'en pratique, la théorie n'est que trop peu appliquée. Nous devons faire preuve de plus de communication et de plus d'attention sur le sujet. Et ne jamais oublier que ces femmes ne sont pas des statistiques ou des numéros de dossier, mais des êtres humains. Nous avons les moyens d'éradiquer ces violences, mais pour cela, nous devons tous comprendre que chacun d'entre nous a sa part de responsabilité dans l'augmentation de ce terrible fléau. Merci Laura Guérin pour ce joli texte, on peut le dire comme ça, même s'il parle de choses graves et importantes. Nous échangeons souvent d'ailleurs avec Monsieur le Préfet sur le fait que le confinement a pu provoquer, notamment dans la première vague, effectivement une recrudescence de violences infrafamiliales et notamment dont les femmes ont été le plus souvent les victimes. On a des chiffres, les pompiers du Gers nous donnent des éléments chiffrés, les forces de l'ordre également. Peut-être que M. le Préfet pourra nous en dire un mot. En tout cas, c'est un combat absolument très important et auquel je m'associe à vos propos, Laura Guérin. Monsieur le Préfet, vous voyez, ce conseil, il sert aussi à cela, à ce qu'une parole citoyenne puisse être exprimée directement auprès de vous. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Voilà, Monsieur le Préfet, je vous cède la parole pour votre expression sur, au fond, à la fois la situation sanitaire du Gers, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de se satisfaire, de se réjouir de certains progrès grâce à la discipline des Gersoises et des Gersois, d'une part, et puis, bien évidemment, le président de la République s'est exprimé hier. Je sais certes que les décrets d'application ne sont pas pendant la nuit pour pouvoir vous permettre d'aller dans le détail, mais pour autant, est-ce que, au fond, l'application de ce qu'a dit le président de la République dans le département du Gers, ça peut se traduire par quoi? Voilà, si vous avez quelques éléments à nous donner. Encore merci, tout à fait d'avoir été là. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du comité des citoyens, Mesdames et Messieurs, merci tout d'abord, Monsieur le Président, de votre invitation et de votre accueil. Vous évoquiez les propos hier du Président de la République qui a souligné l'importance du débat, l'importance du dialogue pour lutter contre toutes les rumeurs et tous les messages faux qui peuvent circuler. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à ce dialogue que vous avez instauré voici 3 semaines. Comme vous l'indiquez, nous sommes à une étape importante dans la gestion de la crise du Covid, avec une nouvelle étape qui s'annonce sur ce deuxième confinement. Je souhaiterais intervenir sur 2 points principaux, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président. D'une part, la situation sanitaire. Je crois que Jean-Michel Billet nous rejoint vers 11h15, 11h30, donc il pourra ensuite peut-être compléter. Et puis une attention particulière sur les personnes en situation de vulnérabilité, en situation précaire, et bien sûr la situation dans les familles, des violences qui sont
peuvent faire l'objet d'une attention extrême dans cette période de second confinement. Sur la situation sanitaire, donc d'abord le virus, il circule toujours et il cause des décès. C'est une évidence, mais je pense qu'il faut le rappeler. Le virus circule, il circule à un niveau élevé et chaque jour, presque, nous constatons des décès dans le département. À hier, nous avions un peu plus de 2600 personnes qui étaient positives au coronavirus, qui l'ont été depuis le début de la pandémie. En un mois, c'est plus 900 personnes. Donc, on voit bien que cette deuxième vague est une réalité dans notre département et elle se manifeste sur ces cas nouveaux. Je disais que le virus circulait toujours. La référence que l'on prend, donc, c'est le taux d'incidence. Et donc, le taux d'incidence est donc à 110,5 pour 100 000 habitants sur 7 jours, en baisse sensible depuis à peu près la première semaine de novembre. Il est monté jusqu'à 260, 270. Voilà, la première semaine de novembre, qui a été le moment fort, le moment le plus fort de l'épidémie. Nous étions effectivement à 260, 270. Donc là, maintenant, nous arrivons à un niveau qui est de l'ordre de 110, en baisse. Rappelons-nous que fin août, le taux d'incidence était de 15 pour 100 000, fin août. Là, nous sommes à 100 000, à 100 pour 100 000. Donc le taux d'incidence reste très élevé. J'évoquais les décès. Donc depuis le début de la pandémie, 69 personnes qui sont décédées du Covid, que ce soit en site hospitalier ou hors de l'hôpital, notamment dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Depuis le début du mois, 18 personnes sont décédées sur les 69. La deuxième vague est vraiment une réalité dans le département. Nous avons collectivement réussi à passer le cap, notamment sur le volet hospitalier et sanitaire. Le système de santé a fait face. Nous avons, je crois, tous collectivement des inquiétudes sur la capacité du centre hospitalier d'Auch, avec ses 8 lits de réanimation pour les patients Covid, à tenir. Le cap a pu être franchi, mais il a été franchi avec un coût très important, et notamment une nouvelle vague de déprogrammation des opérations, que ce soit d'ailleurs au centre hospitalier d'Auch ou également à la clinique. L'ensemble du système de santé et du système hospitalier a été mobilisé. Je parle du centre hospitalier d'Auch, mais le centre hospitalier de Condom a aussi et continue d'ailleurs à accueillir des patients hospitaliers. Nous avons un point, me permet d'attirer l'attention sur un point important, ce qui est le rôle de l'équipe d'hygiène du centre hospitalier d'Auch, qui est en mesure d'intervenir auprès des établissements de santé, auprès aussi des établissements médico-sociaux, pour procéder à des expertises et des conseils lorsque nous sommes face à des clusters. Et donc ce service d'hygiène a été amené à intervenir, notamment dans des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Donc, niveau de circulation qui reste élevé, mais comme vous l'indiquiez, Monsieur le Président, par rapport à la première semaine de novembre, la baisse est réelle. Et elle a été marquée dès la deuxième semaine de novembre. Donc, ce qui veut dire que l'effort collectif fait dans le département pour respecter le confinement, avec par exemple des baisses de circulation sur les routes observées de l'ordre de 20 à 30%, la fermeture aussi de nombreuses activités, l'interdiction d'un grand nombre d'activités de loisirs, ça a payé, ça a porté ses fruits très vite. Dès la deuxième semaine de novembre, le taux d'incidence diminuait.
Je n'oublie pas non plus le recours au télétravail dans les entreprises, dans les administrations, qui a été aussi important pour réduire la circulation, réduire le brassage, et qui a contribué aussi à faire chuter ce taux d'incidence. L'effort collectif, aussi bien du système de santé, de tous les acteurs de la santé même, que l'effort des habitants et des habitantes du Gers pour mettre en œuvre le confinement, il a marché. Et donc il faut continuer à respecter ces principes. Nous entrons donc dans une nouvelle étape du confinement. Le président de la République a rappelé qu'à partir du 28 novembre, nous serons encore dans le régime du confinement. Ça veut dire, le principe, c'est de rester à domicile. Et les sorties de chez soi, c'est soumis à dérogation dans certains cas qui sont autorisés. Et on reste bien, au moins jusqu'au 15 décembre, dans le confinement. Et donc, la recommandation, l'incitation, c'est de rester à domicile. Monsieur le préfet, comme on interagit beaucoup, justement, puisque vous en êtes là, j'ai une question de Lisa sur le Facebook Live qui dit « Monsieur le préfet, pensez-vous que la situation sanitaire du département permet un déconfinement ou permettra un déconfinement le 15 décembre prochain ?» J'imagine que vous n'avez pas tous les éléments de réponse, mais est-ce que ça veut dire, si on continue dans cette voie-là, voilà la question de Lisa. Je pense qu'il faut au moins encore diviser par 2 le taux d'incidence et passer sous le seuil des 50 pour 100 000 qui correspond au seuil d'alerte. Donc voilà le cap qu'il nous reste à franchir sur les 15 jours à venir et qui est accessible. Qui est accessible en continuant de respecter les principes d'humanité du confinement, en respectant aussi les comportements barrières. Et lorsque l'on procède à des études, à des analyses de clusters potentiels, notamment dans les établissements hébergeant des personnes âgées ou dans d'autres services médico-sociaux, on s'aperçoit qu'un cas positif, parmi un salarié ou parmi un résident, bien, ne provoque pas nécessairement la circulation du virus. Donc, ce qui veut dire que les comportements barrières, le fait de se laver les mains régulièrement, le fait de porter le masque systématiquement, le fait d'aérer, le fait aussi de respecter cette distanciation physique, pas sociale, physique, est important. Et ça marche. Ça marche dans les milieux groupés, ça marche dans les milieux ouverts. Donc, grâce à ça, grâce aussi à la poursuite du télétravail, on peut espérer raisonnablement continuer à faire baisser ce taux d'incidence. Donc c'est accessible. Cet horizon du 15 décembre, avec la fin du confinement et le passage à un autre régime, qui sera un régime qui restera toujours très contraignant, notamment avec le couvre-feu, c'est possible d'y arriver. Et on a fait la démonstration sur le mois de novembre qu'on y parvenait. L'autre élément, si vous me permettez, Monsieur le Président, je crois que ça fait le lien aussi avec un engagement fort de votre collectivité et avec un débat qu'on a la chance qu'on avait eu dans les premiers jours de mon arrivée, notamment avec Madame Rivet, c'est l'ensemble testé, alerté et protégé. Donc, on a réussi dans le département, malgré une pression très forte, à certains moments, des demandes d'analyse et des demandes de prélèvement, on a réussi, grâce à une très très forte mobilisation de beaucoup d'acteurs, à réaliser de nombreux tests, parfois près de 800 par jour, et avec un délai de réponse, un délai d'analyse qui a été, dans la très grande majorité des cas, sur 24 heures. Grâce notamment aux partenariats qui ont été noués avec des centres hospitaliers et puis avec le laboratoire aussi interdépartemental de Montauban. Donc, il nous faut poursuivre cette logique de test. On le fait depuis début novembre avec des nouveaux tests qui sont les tests antigéniques qui permettent une réponse en 30 minutes.
qui sont déployés notamment dans les établissements de santé, dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, qui ont été aussi mis en place au service d'incendie et de secours, et qui se déploient maintenant dans les officines et qui vont aussi, dans les tout prochains jours, être déployés dans les établissements scolaires, notamment dans le conseil départemental, dans certains collèges. Donc tester, alerter, là il y a deux outils clés qui sont la plateforme de la Caisse primaire d'assurance maladie qui procède à des appels réguliers des cas zéro et des cas contacts, qui leur apportent des conseils, qui apportent des recommandations, notamment sur le fait de s'isoler, avec la possibilité de les accompagner, notamment avec la plateforme avec l'appui de Gers Solidaire. Et pour alerter aussi, nous avons l'application sur téléphone portable Tous Anti-Covid, qui, outre le fait de nous apporter des informations régulières sur l'état de la pandémie, de pouvoir aussi remplir les attestations de manière simplifiée, cette application, elle nous permet aussi, si nous sommes cas positifs, de déclencher l'alerte pour les cas avec lesquels on a été en contact. Donc c'est une application aussi qui est très importante, notamment de cette nouvelle étape du confinement. Voilà pour ce que je souhaitais indiquer sur le volet sanitaire et à cette étape particulière. Un mot sur deuxième point, si vous me permettez, Monsieur le Président, en direction des personnes en situation de vulnérabilité, de précarité. Je crois que nous avons appris du premier confinement. Et la première leçon du premier confinement, c'est que nous avons réussi, et ça, je veux saluer l'ensemble des collectivités, et l'ensemble du secteur médico-social et aussi les associations, nous avons réussi à ne pas interrompre les services au public et les services en direction de ces personnes. Tout le monde est au rendez-vous, tout le monde est présent, les services publics sont ouverts, et les personnes peuvent se faire accompagner, peuvent signaler leur situation de grande difficulté. S'agissant des... je voudrais commencer par évoquer en cette journée internationale que vous avez rappelée, Madame, les violences faites aux femmes. Vous rappeliez très justement que le niveau de violence dans le département est élevé. Il est élevé. Alors il s'est accru au premier semestre de manière assez forte. On a eu une augmentation très significative des signalements. Depuis quelques semaines, ça décroît. Bon, ce qui est important, je pense, c'est que, comme vous l'indiquez, il y a une capacité d'accueil qui est maintenue, notamment avec les associations, avec les services sociaux aussi, services sociaux du département, les services sociaux des collectivités. Je rappelle, c'est très important que les personnes victimes de violences qui doivent aller à des rendez-vous pour les accompagner, c'est une dérogation possible. Elles peuvent tout à fait se déplacer. Parfois, elles se posent la question. C'est un cas de dérogation. Et je rappelle aussi que les services fonctionnent, donc qu'elles peuvent contacter bien sûr le 3919, bien sûr le numéro vert social du département, bien sûr tout le réseau en fait d'accompagnement pour venir en aide. Et cet après-midi, comme vous l'indiquez, Monsieur le Président, on va aussi relancer le dispositif d'accueil, d'aide des pharmacies lorsque des femmes victimes de violences viennent se signaler. Autre aspect en direction des personnes vulnérables, c'est l'accompagnement des personnes en grande précarité. On sait que le confinement
Et la crise économique plus globale renforce les situations de précarité. Vous indiquez, Monsieur le Président, que les demandes de RSA sont en croissance. Donc là, voilà, il y a des aides ponctuelles ont été mises en place, notamment et renouvelées pour ce deuxième confinement en direction notamment des familles et des étudiants qui sont en situation de précarité. Vous parliez de l'aide alimentaire aussi. Donc l'État a été amené à augmenter de manière très forte les aides qu'il versait aux associations. Et bien sûr, on va aussi soutenir les campagnes de collecte, notamment celle qui intervient dès ce week-end. Il y a un appel à projet qui vient d'être lancé là, par le gouvernement pour pouvoir donner un peu d'aide complémentaire aux associations. Donc on sait que cette année, la situation financière est très difficile parce qu'elles n'ont pas pu organiser des événements qui leur permettent d'avoir quelques retours. Autre situation aussi d'attention, c'est bien sûr les personnes isolées sur lesquelles notamment les services sociaux sont présents. Nous avons évoqué à plusieurs reprises, la présence des associations des maires, le rôle aussi des maires qui suivent ces personnes, notamment avec les listes qui ont pu être établies en prévision des risques de canicule, donc qui permet d'identifier ces personnes en situation d'isolement et qui pourraient pouvoir encore plus s'isoler qu'en période normale. Autre dispositif aussi en direction des jeunes, ce qu'on appelle le programme Un jeune, une solution. Et là aussi, c'est mis en place avec un partenariat notamment avec le département, avec la mission locale, puisque la mission locale est un acteur très, très important pour accompagner les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, a fortiori dans cette période. Plusieurs dispositifs sont aussi déployés pour aider les jeunes. Je pense à l'apprentissage et bien très prochainement un décret va être publié pour permettre d'accompagner les collectivités qui veulent recruter un apprenti. Pour l'instant, il y a des aides qui sont pour les entreprises privées de 5 000 à 8 000 euros. Et donc, il y a une aide qui va être aussi apportée pour les collectivités qui souhaitent prendre un apprenti. Voilà ce que je souhaitais indiquer. Je ne vais pas revenir sur les questions économiques. Peut-être que dans l'échange, nous aurons le temps de l'aborder, notamment je crois que vous aviez une attention particulière sur les circuits courts. J'ai déjà été un peu long, Monsieur le Président. Non, parce qu'il y a tellement de choses à dire que vous pourriez encore en ajouter. Parfois, il y a des questions qui sont un peu périphériques. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais je vois que sur le Facebook Live, Véronique pose la question suivante. Quels sont les soutiens techniques prévus aux associations pour organiser la reprise des sports extrascolaires pour les enfants et les adolescents? Je sais que cette question a été abordée hier par le Président de la République en disant qu'il pourrait y avoir un redémarrage de l'activité de sport extrascolaire. Je ne sais pas quels en sont les détails. J'imagine qu'il y aura là encore des règlements de strictes précautions sanitaires. Je ne sais pas si vous avez des éléments, mais en tout cas, Véronique nous pose cette question-là, qui est un peu en périphérie de la présentation globale. Alors, on a bien 2 temps en fait pour la reprise des activités extrascolaires. Les activités périscolaires ont pu continuer pendant le confinement. À compter du 28 novembre, donc les activités scolaires en plein air peuvent reprendre. Donc on est bien sur le principe, dans le cadre du confinement, on essaye on reste très prudent, notamment sur tout ce qui se fait en milieu clos. Et à partir du 15 décembre, les activités extrascolaires, y compris en milieu clos, pourront reprendre dès lors qu'on est passé en dessous des 5000 personnes contaminées par jour. Il y a des protocoles qui sont à travailler, notamment par les différentes fédérations sportives, en lien avec le ministère des Sports. Donc,
c'est un peu le cadre général de protocoles sanitaires qui vont être renforcés. Et bien sûr, s'il y a besoin d'un accompagnement, on a les différentes instances sportives du département qui peuvent apporter un appui aux associations concernées, et aussi des services de l'État, notamment la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui peut aussi, en tant que nécessaire, être sollicité par telle ou telle association pour l'accompagner. Merci. Est-ce que dans les différents collèges, il y a des questions ou des demandes de précision en direction de Monsieur le Préfet après sa présentation? Est-ce qu'il y a des remarques particulières, des ajouts, des témoignages ou des questions? Vous avez été extraordinairement persuasif, monsieur le Préfet. La presse qui veut poser une question, je ne sais pas si c'est le... Non, vous n'êtes pas après. Est-ce que les choses sont à peu près claires? Moi, je peux en tout cas faire un témoignage, c'est celui d'une parfaite complémentarité de travail entre l'État et la collectivité départementale. Il y a vraiment l'idée, la participation de Monsieur le Préfet ce matin en est le témoignage, s'il le fallait, d'une vraie complémentarité, de vrais échanges. Nous avons régulièrement d'autres échanges avec Monsieur le Préfet, qui nous informe d'ailleurs, nous élus, régulièrement de la situation et de son évolution. Et je dois dire que c'est quelque chose qui probablement permet de fluidifier l'action et de faire que les décisions qui sont prises par l'État puissent être appliquées le plus rapidement possible. Monsieur le Président, si vous permettez, je suis peut-être sur le volet apprentissage et puis prise en compte des jeunes. Nonobstant les contraintes qui vont peser très fortement sur les collectivités en termes de budget de fonctionnement, nous, on a déjà fait un contact préalable avec la mission locale. Et effectivement, je crois que les conditions qui sont posées, notamment pour l'embauche, soit en PEC, soit en contrat d'apprentissage, je crois que c'est quand même une opportunité, entre guillemets, d'esprit public au titre de cette insertion. Enfin, donc nous, on jouera ce rôle, on proposera au président, effectivement, une volumétrie. Mais je crois qu'il y a, notamment sur l'apprentissage, il y a vraiment des choses intéressantes à faire et tout à fait gagnant-gagnant pour les collectivités, notamment en termes d'inclusion avec des profils. Je crois que c'est peut-être le volet qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à maintenant dans le Conseil, mais je parle sous le contrôle des élus qui sont présents. Mais je crois que c'est vraiment un volet sur lequel il va falloir qu'on travaille, qui est absolument essentiel sur l'année 2021. Oui, peut-être oui, je partage totalement, mais la difficulté qu'on va rencontrer, alors là c'est pareil, il y a des représentants de l'association des maires, donc je ne sais pas, mais c'est la capacité de la collectivité, la taille de la collectivité pour permettre l'encadrement de ces jeunes, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les mettre en difficulté. Voilà, donc il y a peut-être là aussi à réfléchir. Du coup, à comment on l'accompagne, y compris au niveau de voilà, puisqu'on a beaucoup de petites collectivités avec voilà, on ne se pose pas dans les mêmes conditions que le département par rapport à ça. Mais voilà, après je suis très favorable à l'apprentissage parce que je pense que c'est la meilleure façon de s'intégrer, de s'insérer dans la vie professionnelle. Voilà, je pense que c'est un super accompagnement à tous les niveaux. Voilà, c'est pas pour obtenir un premier diplôme, mais pour aussi peut-être acquérir de la compétence. Voilà. Oui, je suis d'accord. Pour revenir, les petites communes, effectivement, ne sont pas structurées pour recevoir des jeunes en formation. Ne peuvent pas les encadrer, tout au moins les petites communes. Après, en complément de ce que disent Céline et Max, bon, c'est vrai que c'est l'histoire d'encadrement. Après, l'initiative est intéressante, parce que c'est vrai qu'elle a souvent été demandée par les collectivités, parce qu'on pouvait élargir justement la possibilité d'avoir des dispositifs aidés aussi pour les communes. Alors, et pour certaines plus importantes, c'est plus opportun. Aujourd'hui, il y aura des problèmes de renouvellement de personnel. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans une collectivité par l'apprentissage,
Bon, voilà, c'est déjà une, on va dire, à la fois positif pour l'apprenti, mais également positif pour le chef d'entreprise, pour l'élu qui gère en quelque sorte, non mais je dis devant le directeur général des services, qui gère une véritable entreprise, conseil départemental. Bon, ensuite, bon, je profite, Monsieur le Président, de l'occasion aussi pour d'abord vous remercier de cette invitation de ce matin. Elle s'inscrit bon, dans une logique on va dire, de nouvelles solidarités qui se mettent en place sur le département. C'est vrai, crise ou pas, mais c'est vrai que cette crise Covid a ramené un petit peu à leur juste valeur les engagements de chacun. Je crois qu'on avait un petit peu oublié ce qu'était le département. Bon, on parle beaucoup de réformes, etc. On avait un petit peu oublié ce qu'était peut-être une commune, tout simplement. Et tout cela, finalement, devant la crise, eh bien, ma foi, les élus, enfin, alors je vais parler des maires avec mon ami Max Ballas, ils sont tout simplement le premier maillon de notre République. Et c'est vrai que nous sommes au plus près des préoccupations des citoyens, des administrés. Alors quand, je ne le dis pas pour faire des effets de tribune ou de table, je ne sais plus, mais simplement on entend tous les jours donc, les préoccupations de nos administrés. Tout à l'heure on parlait de certaines personnes, bon, les personnes vulnérables, hein, qui sont parfois âgées, mais pas que. Hein, donc, je voudrais saluer les services de proximité. Là aussi, bon, les services de proximité, je pense bon, bien sûr aux soins à domicile, qui sont travaillés en lien avec le Conseil général, mais par les CIAS, je pense aussi aux soins infirmiers. Hein, les infirmières qui sillonnent nos campagnes pour justement aller dans les foyers de gens qui ont vraiment besoin. Donc ensuite, cette proximité, bon, c'est l'ensemble, on va dire, de nos administrés, bon, les citoyens, enfin, les particuliers, mais aussi ces chefs d'entreprise qui ont, bon, franchement, quoi, les commerçants en particulier qui ont été malmenés, bon, attention, hein, cause sanitaire oblige, hein, on est bien d'accord, la priorité des priorités, c'est éradiquer le Covid. Mais il n'empêche qu'il fallait écouter. L'AMF, on l'a fait au niveau national, nous avons bien sûr relevé, nous avons décliné au niveau départemental avec une rencontre importante avec Monsieur le Préfet. Je remercie Monsieur le Préfet de son écoute et aussi de sa transparence, puisque, bon, comme le disait le Président du Conseil départemental, bon, toutes les semaines au moins, hein, quand ce n'est pas davantage, nous avons un point précis, nous savons où nous en sommes, et en toute simplicité, si j'ose dire, et avec beaucoup de franchise. Ensuite, évidemment, bon, ce qui s'est passé aussi sur le terrain, c'est au niveau des écoles. Attention, vous avez raison, Monsieur le Préfet, lorsque vous dites on a appris de la première vague de confinement. Ben oui, le maire, le directeur d'école, mettre en place tous les moyens nécessaires pour accueillir les élèves. On ne savait pas si c'était la moitié de la classe, pas la moitié, le sens de circulation, la cantine, etc. Tout cela, c'est un travail de fourmi qui se fait sur 36 000 communes, là où il y a une école. Donc tout ce travail, c'est à renforcer ces solidarités, pour le coup rurales. Ces solidarités de terrain, on les a renforcées et chacun a pu reconnaître finalement ce que faisait l'autre. Parce qu'on a toujours tendance, en période peut-être plus face, à penser qu'on est les seuls à bosser là. Il a fallu vraiment travailler ensemble et avec des obligations de résultats immédiats. Donc, et tout cela contribuait aussi à maintenir on va dire une certaine sérénité dans nos campagnes, parce que pas facile, des parents d'élèves inquiets, des enseignants inquiets, des salariés inquiets, des chefs d'entreprise inquiets. Donc tout cela, on a réussi malgré tout, avec ce premier maillon républicain, de maintenir tout ça. Moi je dirais, simplement non pas pour conclure, mais pour ne pas abuser de mon temps de parole, nous accompagnerons, hein, les uns et les autres toutes les initiatives qui vont dans le sens, on va dire, du bien commun, de bien vivre ensemble et de traverser cette difficulté pour enfin on va dire la juguler, parce que c'est vrai que ça ne peut pas être possible longtemps, mais on atteindra assez rapidement. Bon, on peut atteindre l'exaspération et c'est pas ce que nous voulons, mais voilà, et on a l'énergie. Je peux vous assurer, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, on a l'énergie pour faire face à ce fléau.
Merci, Monsieur le Président, pour ces mots. Dans quelques instants, on parlera d'une initiative que prend le département qui va devoir associer beaucoup les maires. C'est sur les tests qui seront réalisés au plus près des villages. Je vais revenir vers Monsieur le Préfet, d'abord pour aller dans le sens de ce que vient de dire Michel Badac. Pour nous élus, ça a beaucoup changé la façon de percevoir ce que nous devions faire pour nos compatriotes. Moi, je dois dire que je n'arrive pas, plus peut-être, à être dans la critique, dans la polémique, sous prétexte que je ne serais pas en accord politique avec ceux qui nous gouvernent. Je pense que c'est extrêmement difficile, que c'est extrêmement compliqué. J'ai écouté le président de la République hier, j'ai trouvé qu'il y avait des précisions, qu'il y avait un cap et que, au fond, ce que nous demandent les citoyens aujourd'hui, c'est de nous unir pour essayer de trouver des solutions. Ah oui, il sera toujours le temps de reparler de nos chicayas plus tard, et peut-être d'ailleurs en parler moins d'ailleurs que ça. Mais Monsieur le Préfet, on continue d'avoir des questions de la part de citoyens. Je ne résiste pas à vous donner celle de Jean-François qui nous demande sur le Facebook Live. La règle des 20 km à la campagne pose de sérieux problèmes pour accéder à certains commerces non essentiels comme les coiffeurs et les boutiques. Comment faire? Alors c'est vrai que c'est 20 km et 3 heures maximum, si je crois bien. Alors déjà, si vous faites ça à pied, 20 km, 3 heures, ça fait 7 km/h, c'est un bon rythme, et surtout si vous faites d'abord 20 km, il vous reste des 20 km à faire en tour. Mais si c'est en voiture, c'est jouable. Pour autant, c'est vrai qu'on va avoir des gens qui vont habiter dans des villages qui seront à plus de 20 km d'un de ces boutiques ou d'un coiffeur. Donc là, je ne sais pas s'il y a une solution, une souplesse ou quoi que ce soit. Il faudrait regarder sur une carte, en fait, par rapport à chaque village, ce qui peut être fait. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe dans le département du Gers. C'est pour ça que j'ai lancé il y a quelque temps l'idée d'un Gers quart d'heure. C'est-à-dire qu'il n'y ait jamais plus d'un quart d'heure pour quelqu'un ou qu'il habite dans le Gers pour accéder ou à un service public ou à des services marchands. Cette histoire de la mobilité, elle va être extrêmement importante dans les années qui viennent. Mais sur cette question particulière, c'est bien ça, c'est 20 km et 3 heures maximum, alors que c'était 1 km et 1 heure, hein, si ma mémoire est bonne. La disposition, en fait, 1 km, 1 heure, s'applique pour un certain type de sortie de son domicile qui concerne les activités physiques. En revanche, pour les achats de première nécessité, actuellement dans le texte, on parle des achats de première nécessité, vous pouvez faire plusieurs dizaines de kilomètres pour y aller. La question s'était posée, par exemple, sur les marchés au gras du département. Donc, on peut tout à fait concevoir qu'on fasse plusieurs dizaines de kilomètres pour aller au marché au gras, parce que le marché est ouvert et c'est un produit de première nécessité, et donc on peut faire plusieurs kilomètres. Voilà. Ensuite, comme vous l'indiquez, il va falloir voir comment précisément les textes vont être rédigés, mais pour l'instant, la mesure du 1 km 1 heure, sans doute la mesure du 20 km 3 heures, concerne les activités de loisirs. Enfin, plus précisément les activités physiques. D'accord, voilà. D'accord. On comprend bien. Ok, c'est parfait. Est-ce que sur ces questions, il y a d'autres... alors, il est sorti d'ailleurs de mon voisin Amélie Togia qui élève des blondes d'Aquitaine, me demandait si ces animaux pouvaient être considérés comme des animaux de compagnie si jamais il décidait de les promener, les sortir autour de lui. Moi, j'ai répondu oui. Hein. Je ne me sentais pas de lui dire non.